Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Dans ce 4e épisode, nous n'avons pas échangé avec une, mais avec deux personnes. Michael Dady et Martial Buis, les cofondateurs de Réseau Broker, le premier réseau de mandataires indépendants spécialisés en immobilier d'entreprise et fondé en 2017. Deux entrepreneurs très différents, mais aussi très complémentaires. Michael et Martial sont des personnalités extrêmement intéressantes et inspirantes. Dans cet épisode, nous parlerons de leur rencontre, de leur rôle au sein de Réseau Broker, de leur parcours respectif, mais aussi de la situation actuelle et de ses conséquences. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Karen Rosvogue. Bonjour Michael, bonjour Martial. Bonjour Karen. Merci beaucoup d'être dans les locaux Télescope et d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Merci de l'invitation. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Oui, avec plaisir. Alors, Michael Dady, donc fondateur du cabinet Réseau Broker. J'ai 36 ans, je suis marié et père de 2 petites filles ravissantes. Je suis entrepreneur depuis tout jeune, depuis l'âge de 15 ans. J'ai eu la chance d'exercer plusieurs métiers, commercial dans le voyage, dans la restauration, dans la décoration. Je suis un boulimique de l'entrepreneuriat. J'ai créé ma première société à l'âge de 23 ans. Une société de vente de meubles et décorations design et pas cher en boutique et sur un site internet, declicdeco.com. Donc j'avais monté cette société avec mon meilleur ami et associé, Rudy Turgeman. Voilà, et donc cette société qu'on a créée s'est beaucoup développée. En l'espace de quelques années, on est devenu un des référents de la vente en ligne de décoration. On avait jusqu'à 300 000 visiteurs uniques par mois sur le site. Et en 2012, on a eu la possibilité de revendre le site à une société qui s'appelle Shop Invest. D'accord. Et qui a racheté donc declicdeco.com. Donc c'est Karine Schrenzel et Olivier Gainsbourger qui l'ont racheté. Ils se sont fait connaître depuis parce qu'ils ont racheté Les Trois Suisses et rueducommerce.com. Et voilà, donc après Déclic Déco, je me suis lancé dans l'immobilier commercial. Et en fait, j'avais appris l'immobilier commercial en tant qu'entrepreneur chez Déclic Déco, la recherche de magasins, la signature des baux, et puis ensuite la vente des fonds de commerce, droit de bail, des murs que nous avions achetés. Alors moi je suis Martial Buis, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 garçons, aussi formidables que les 2 filles de Michael. Je co-dirige Réseau Broker depuis 3 ans environ. J'ai 15 ans d'expérience dans l'immobilier d'entreprise. J'ai fait 10 ans en tant que salarié dans un cabinet spécialisé dans l'immobilier industriel. J'ai fait mes premières années dans l'immobilier, dans la gestion locative, dans une entreprise familiale. Et puis j'ai vite compris que l'immobilier c'était un petit peu plus large que ça. Et je me suis tourné vers la transaction immobilière. Voilà. Ok, moi j'en sais plus sur vous déjà. Et comment vous êtes rencontrés ? Quand et comment du coup ? Alors c'était dans mon autre vie d'entrepreneur, Déclic Déco. On avait commencé par des boutiques physiques et puis on a eu l'idée de créer le site e-commerce. Et au début les boutiques étaient là comme lieu de stockage, on recevait la marchandise et ensuite les camions venaient les récupérer. Et finalement l'activité s'est très rapidement développée et les magasins avaient perdu leur destination de commerce de détail. C'est devenu des petits centres logistiques et donc on a eu très vite besoin de trouver des entrepôts. Et moi, je ne connaissais pas bien le marché de l'entrepôt. Et j'ai tapé sur Google, comme le font beaucoup de gens, entrepôt à louer. Et je suis tombé sur une agence, d'ailleurs bien référencée, qui s'appelle Entrepôt Online. Et c'est Martial qui a répondu, qui est venu nous voir, nous a proposé des locaux à la location. Il démarrait les métiers, il était bien cravaté, mais très sympathique, on s'est bien entendu. Et donc, il nous a trouvé des entrepôts à la location. Et puis quelques mois plus tard, je l'ai rappelé en lui disant que c'était trop petit parce que ça se développait très vite. Et il nous a fait acheter des entrepôts 4 fois plus grands. Alors la chance que j'avais, c'est que je connaissais bien le marché, il nous a proposé le local parce que c'était à 2 numéros de là où il nous avait installé en location. Et donc j'ai pu me positionner très vite sur le local qu'il me proposait parce qu'il était moins cher que le prix du marché. Donc je l'ai acheté sans même visiter. Merci pour cet accompagnement puisque 4 ans plus tard, il nous a revendu le double du prix. D'accord. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on est resté amis. Ouais. Alors moi je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'était effectivement il y a 15 ans.
C'était en 2007-2008, c'était à Nanterre, je m'en souviens très bien. Moi j'avais quelques mois d'activité, donc j'étais junior, et donc un petit peu tendu, un petit peu crispé. Il est arrivé et puis à cette époque-là, il avait donc l'entreprise des Clics Déco qui marchait très bien et donc il vendait des meubles déco low cost, ce qu'on retrouvait un petit peu dans l'émission sur M6 Ok. qui était très connue à l'époque. Oui. Et j'étais très admiratif parce qu'il avait 25 ans, il avait déjà 5 employés. Non, il avait 23 ans. Moi, j'avais 25 ans. Donc j'étais très admiratif de par son parcours et puis parce qu'il est mon cadet de 2 ans. Voilà, j'étais très admiratif. Et puis je lui ai dit, bah, écoute, je sais ce que tu cherches, mais tu as un budget qui est très difficile à tenir, on va le trouver. Et donc j'ai fini, alors je me souviens très bien parce que c'était assez drôle, je lui avais fait visiter un ancien restaurant en sous-sol désaffecté pour son dépôt, qui respectait donc son budget. Pour lui, ça lui convenait, mais son partenaire ne voulait pas parce que travailler dans un sous-sol toute la journée, c'était compliqué, quoi. J'ai dit, écoute, je vais trouver ce qu'il te faut. Donc quelques mois plus tard, je lui ai trouvé effectivement un entrepôt. Et puis on a gardé contact. Quelques années après, j'ai détecté une très belle opportunité pas très loin. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, est-ce que ton affaire marche toujours bien? Oui, bah écoute, achète ton entrepôt. Voilà, tu pourras faire une opération patrimoniale. Donc il a acheté cet entrepôt-là. J'ai dû trouver un repreneur pour son entrepôt. On a toujours gardé contact et quelques années plus tard, quand il m'a appelé, il m'a dit j'ai besoin de mon entrepôt parce que je passe à autre chose. Je l'ai revu, je lui ai revendu l'entrepôt. Donc finalement, 4 signatures avec un même client, ça se fait pas tous les jours. Ouais. Les clients comme ça, on les oublie pas. Voilà. Et puis après, je me suis lancé dans l'immobilier commercial après des Clics Déco et on a continué à échanger. Et c'est vrai que alors Martial donne son admiration et c'était une admiration qui est réciproque puisque Martial pratique très bien le métier et je rêvais de travailler avec lui. Donc ça s'est pas fait tout de suite Ouais. et on a échangé. Puis finalement, plus tard, on a pu travailler ensemble. C'est une très belle histoire en tout cas. Pour comprendre un petit peu plus comment les gens sont ce qu'ils sont aujourd'hui, je trouve ça intéressant de revenir en arrière et notamment pour nous de comprendre comment ils sont visionnaires. Donc Ouais. on va revenir un petit peu en enfance. Déjà, qu'est-ce que vous rêviez de faire comme métier lorsque vous étiez petit? Alors moi, je rêvais de devenir architecte puisque j'ai eu la chance de suivre mon papa qui a construit une maison familiale et ensuite en a rénové une autre. Et régulièrement, il m'amenait sur les visites de chantier le matin, tôt avant de partir à l'école. Et je trouvais ça magique de voir des chantiers évoluer, de voir une création se faire sous mes yeux. Puis finalement, je suis venu à l'immobilier par un autre biais qui est celui de l'entrepreneuriat, de la prise à bail, des commerces et de la transaction. Mais finalement, ça reste le même rêve. Alors moi, quand j'étais petit, j'adorais jouer au Monopoly Ouais. et j'aimais bien faire le banquier du Monopoly. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Alors après, nos rêves évoluent parce qu'aujourd'hui, finalement, la finance, je m'en lasse assez vite. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, heureusement que Mika il gère les finances de la boîte parce que je me lasse assez vite de cette tâche-là. Et on va rester dans l'enfance. Quelles sont les valeurs que vous avez reçues de votre enfance et que vous avez souhaité garder et qui, selon vous, font un petit peu ce que vous êtes aujourd'hui? La principale valeur pour moi, c'est le travail. J'ai vu mon père, qui est parti de rien, construire une belle réussite et protéger sa famille de manière assez large. Et tout ça grâce à son travail. Il partait tous les matins très tôt et revenait très tard. Et je l'ai vu construire sa réussite en travaillant beaucoup. Je me suis dit que moi, qui avais la chance de naître dans une famille aisée, qui est devenue par la force des choses, je me devais en fait de suivre le même parcours et j'avais la nécessité moi de réussir parce que j'avais tous les atouts pour le faire. Et puis aussi les valeurs de la famille puisque c'est ce que mon père et ma mère m'ont inculqué, le fait de prendre soin de ses proches. Pour le coup, là, je pense qu'on a un environnement familial qui est assez proche. En fait, moi, de la même manière, mon père était quasiment orphelin, donc il a grandi un petit peu tout seul. Il s'est fait tout seul. Moi, ce que j'ai reçu dans mon éducation, c'est effectivement alors la loyauté, mais aussi le respect des aînés. Alors à la fois tant dans le milieu professionnel qu'aussi dans le milieu social. Et puis l'unité familiale, ouais. L'unicité familiale. Ok. Beaucoup. À peu près les mêmes valeurs finalement, surtout Ouais. Autour de la famille. On se Ouais, rejoint beaucoup. beaucoup par rapport à ça, effectivement. Ouais. Pour qu'on en sache encore un tout petit peu plus sur vous, est-ce que vous pourriez décrire votre personnalité en quelques mots, comme ça, pour qu'on en sache un petit peu plus sur vous rapidement? Alors moi je pense être un créatif. Je suis un garçon qui suis passionné. Lorsque j'ai des passions, j'essaie de les explorer vraiment à fond. J'aime beaucoup l'art et la musique en particulier. J'écoute beaucoup de musiques différentes, tous les jours, plusieurs heures par jour. J'ai vraiment une vraie passion pour la musique. Alors
j'essaye aussi d'un peu en jouer et d'en chanter. Alors très très mal. Heureusement, j'en ai pas fait mon métier. Non, très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est une passion. Et l'autre passion que j'ai, évidemment, c'est celle de l'entrepreneuriat que j'exerce depuis tout jeune. C'est pas du tout un rapport financier au travail. C'est la liberté en fait de faire ce qu'on aime faire et de voir des projets se créer, se développer, d'emmener des gens avec soi. Je trouve ça très passionnant. Voilà, donc c'est inscrit, je pense, dans ma personnalité d'être créatif et de pouvoir créer tous les jours avec l'entrepreneuriat. Ok, donc créatif principalement. Ok, et toi Martial? Moi, je suis très différent, mais aussi très complémentaire avec Mickaël. Je suis plutôt réfléchi, plutôt posé, plutôt concentré, très déterminé, plutôt calme. Mickaël va être le char d'assaut, il va être toujours en front line. Ouais. Et moi, j'agis un petit peu comme le backup derrière pour s'assurer que tout se passe bien. C'est la réussite, d'ailleurs, je pense, de notre association, c'est d'être complémentaire. Différent mais complémentaire, ouais. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est une des clés de la réussite, de pouvoir trouver des personnes qui sont complémentaires. On était sur l'enfance maintenant, on va parler un petit peu plus de votre parcours, donc notamment des études, donc lesquelles vous avez faites du coup. Ah, C'est toujours plus pareil. glorifique de ton côté. Ben non, pas du tout, c'est justement différent mais très complémentaire. Alors moi j'ai un parcours, on va dire, plutôt traditionnel. Alors après mon bac, j'ai fait une petite année de commerce. Et puis ensuite, après, je me suis orienté vers l'immobilier, parce que comme j'expliquais tout à l'heure au début, c'est que j'ai mis le pied à l'étrier dans la gestion locative dans une entreprise familiale. Donc je me suis tourné vers l'immobilier, et donc j'ai fait un BTS profession immobilière. J'ai fait ensuite une licence à l'ESPI, que j'ai complétée avec une formation à l'ICH de Paris. Voilà, donc après cette belle présentation, moi, alors, en termes de formation, je suis très différent de Martial. Moi, je me suis arrêté au bac. C'était une volonté en fait de m'arrêter très tôt, même si j'avais pu, si mes parents m'avaient laissé, j'aurais arrêté encore plus tôt. Pourquoi ? Parce que clairement, l'école pour moi n'était pas adaptée. Rester 8 heures assis sur une chaise, 5 jours par semaine, c'était pour moi une torture. Je pense d'ailleurs que le système éducatif n'est pas adapté aux enfants. En tout cas pas à tous les enfants, en tout cas pas à moi. Voilà, moi j'avais hâte de sortir de l'école pour pouvoir faire des choses. La théorie, ça a tendance à très vite me barber. Moi j'aime apprendre en faisant. C'est en faisant les choses, en les découvrant. Je trouve ça beaucoup plus motivant de faire les choses et puis d'aller chercher la technique, la théorie qui nous manque pour pouvoir bien réaliser, plutôt que d'apprendre une masse d'informations dont on ne sait pas trop à quoi elle sert finalement. Et très vite, j'ai eu envie de découvrir plein de métiers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est aussi pendant mes études au lycée, c'est pour ça que je dis que je suis entrepreneur depuis jeune, c'est que j'avais créé une activité d'événementiel. En gros, j'animais des mariages, des anniversaires, des booms quoi, pour les plus jeunes. Ça se dit plus, mais voilà, je le faisais quand même. Ça j'ai eu vraiment cette passion d'entreprendre très jeune. Je gagnais bien ma vie tout en étant au lycée. Je pense que c'est ça aussi qui m'a décidé à très vite quitter l'école pour pouvoir faire. Alors j'ai un petit regret effectivement pour l'éducation, c'est que pousser son apprentissage sur du juridique, de la technique, ne pas l'avoir fait peut parfois me manquer dans ma vie d'entrepreneur tous les jours. Et donc finalement, je pense apprendre tous les jours et plus régulièrement peut-être que ceux qui ont eu un diplôme et qui ont cet acquis-là. Ok. Et donc toi Marcel, c'est par le biais des études que tu es rentré dans le monde de l'immobilier? Non, moi c'était un concours de circonstances. En Ok. fait, alors mon père gérait des biens immobiliers, il était bailleur de locaux commerciaux, et puis à un moment donné il est tombé malade, et donc j'ai dû reprendre un petit peu le flambeau. J'ai donc géré ces biens immobiliers, et puis bon, très vite la gestion locative c'était pas pour moi. Enfin c'était, je voulais quelque chose d'un petit peu plus dynamique, et donc je me suis tourné vers la transaction immobilière. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a donné tous les deux envie de rentrer dans ce secteur de l'immobilier? Par rapport à mon parcours, en fait, j'ai eu la chance dans Déclic Déco de m'occuper de toute la partie immobilière. Mon associé s'occupait plutôt de la partie digitale et donc de rechercher des locaux, de prospecter, être dans la rue, de voir des rues commerçants, des facteurs de commercialité, rentrer dans des boutiques, parler avec des commerçants. En fait, je faisais déjà de l'immobilier à travers mon métier de commerçant, mais je ne le savais pas encore. Et en 2012, ça a été un peu compliqué, on a dû vendre, donc on a vendu le site de Déclic Déco à Shop Invest, et j'ai dû revendre les actifs, les murs des entrepôts, les magasins en cession de droit au bail, fonds de commerce. Et finalement, j'ai appris comme ça le métier, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant, et donc j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc finalement, c'est un métier de commerçant. Moi qui étais commerçant, j'ai cru qu'il était possible pour moi de faire ce métier, et je me suis lancé comme ça en tant qu'autodidacte,
On m'a déconseillé d'ailleurs de me lancer tout seul. On m'a dit mais va apprendre dans une agence immobilière, reprends des études. Mais j'avais la conviction que je pouvais y arriver et que finalement si j'étais commerçant, que je vendais des meubles, je pouvais vendre des locaux. Alors évidemment c'est plus compliqué que ça. C'est différent. Et que j'ai fait beaucoup de méthodes, les miennes, qui m'ont amené dans le mur. C'est mes échecs. Et quelque part, je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de me former et de comprendre qu'il y avait des méthodes qui ne marchaient pas, mais je les ai compris par moi-même, et d'autres qui marchaient très bien, et donc de les poursuivre jusqu'à des succès. Et puis heureusement, j'en ai eu quelques-uns des succès dans l'immobilier. Tant mieux. Ouais, finalement, en fait, tu es resté comme dans la logique de la vente, mais tu es passé de la vente d'un produit à finalement à vendre un service. Pour répondre à ta question, moi ce qui me plaît beaucoup dans ce métier-là, c'est que c'est un métier qui nécessite d'avoir des connaissances et des compétences assez larges, parce que ça va du juridique, du technique, du commercial, du financier. On fait un travail qui n'est pas monotâche, qui n'est pas monotone. Et peut-être que rien de pire que du métro boulot dodo. Moi je voulais vraiment pas rentrer dans cette logique-là. Et donc on ne s'ennuie jamais parce que les clients sont tous différents, les projets sont tous différents. On a également la chance de faire un métier où en fait notre activité elle est à la fois sédentaire parce qu'il faut un petit peu de paperasse, un petit peu de choses comme ça, et puis aussi très mobile. Et je trouve qu'il y a un très bon équilibre. Moi je trouve que c'est un job formidable. Voilà. Ouais, chaque transaction, c'est une histoire qu'on pourrait raconter. D'ailleurs, je pense qu'on devrait écrire le grand roman des transactions immobilières avec un chapitre les succès et l'autre les échecs, parce que les échecs aussi sont très intéressants à raconter. On va en parler, on peut passer des jours, des mois, des années sur des dossiers en espérant les aboutir, et puis finalement pour un détail, quelque chose qu'on n'aurait pas pu anticiper, eh bien ça ne se fait pas. Mais c'est vrai que tous les jours on vit une vie différente. Et j'aime bien savoir un petit peu si vous avez eu des modèles ou des mentors qui vont vous donner envie, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier même. Oui, moi j'en ai eu. J'ai eu effectivement la chance quand j'ai démarré, donc chez EOL, donc mon ancien employeur. J'ai eu la chance d'avoir un tuteur qui dans le contrat était quelqu'un de très pédagogue, et j'avais un responsable sur le terrain qui lui était tout l'inverse. Donc j'avais les deux. Et c'était un broker senior qui avait beaucoup d'expérience, mais qui était aussi un électron libre. Alors moi ça m'allait très bien parce qu'il ne me demandait pas de faire des rapports d'activité, donc ça m'allait très bien. Bon, en même temps je dépassais toujours mes objectifs, donc peut-être que pour ça il me laissait travailler tranquillement. Mais donc j'ai eu donc la chance d'être dans cette structure, qui était une structure à taille humaine, qui était à l'époque suffisamment notoire, mais pas trop grosse. Ce qui fait que j'avais quand même une latitude décisionnelle qui était assez intéressante. On apprend beaucoup plus dans une start-up ou une boîte à taille moyenne qu'une très grosse boîte où chacun est un petit peu dans sa case. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais bon. Donc j'ai eu effectivement 2 mentors. Des mentors dans l'immobilier, eh bien j'en ai pas eu parce que j'ai appris le métier seul en tant qu'autodidacte. Après, rétrospectivement, mon grand mentor, vous l'avez compris, c'est mon père, que j'ai vu travailler en tant qu'entrepreneur. Alors même s'il m'a pas donné de leçons théoriques sur l'entrepreneuriat, simplement en le voyant faire tous les jours, en l'écoutant parler, j'ai appris. Et ça c'est la grande chance effectivement des fils d'entrepreneurs, des fils d'eux, ils voient faire et puis ils peuvent dupliquer. D'ailleurs c'est aussi une bonne méthode pour apprendre, c'est regarder les autres faire et dupliquer. Et ça fait partie un peu d'ailleurs de notre métier. Moi je vois beaucoup de très bons brokers, très bons agents qui de base n'ont pas une formation dans l'immobilier. Il y a beaucoup de reconversion, il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup d'observation, et puis il faut être un peu curieux aussi. Sur des sujets à la fois techniques, juridiques, il faut être curieux, il faut chercher l'information. Ce qui est important, c'est pas forcément de ne pas le savoir, c'est d'aller la chercher donc, quand on a besoin et d'aller jusqu'au bout, c'est tout. Et beaucoup réussissent sans pourtant avoir un background de 100% immobilier. Et c'est d'ailleurs, ça fait un peu partie d'ailleurs de notre modèle de réseau, parce que l'idée c'est de donner la chance à qui veut faire de l'immobilier. Voilà, pas forcément avoir un cursus purement immobilier. Tout le monde peut le devenir? Est-ce que c'est ça l'idée? Alors, tout le monde peut essayer. Voilà. Après, tout le monde peut essayer. On forme pour ça, on a les outils pour ça. Mais il faut surtout pas se bloquer et se dire j'ai pas fait d'études dans l'immobilier autre et donc je peux pas en faire. Ça, c'est faux. Voilà. Et quelles sont les qualités selon vous nécessaires pour justement pouvoir rentrer dans l'immobilier? Alors, moi je dirais beaucoup d'observation de ses pairs, une rigueur, une très bonne organisation, ça c'est très important, surtout quand on est indépendant, parce que dans notre réseau on a des gens indépendants, donc l'organisation c'est un facteur clé qui est très important. Un bon relationnel aussi, il faut aimer le contact, si on n'aime pas aller voir les gens, c'est embêtant. C'est embêtant. Voilà. Après il n'y a pas de compétences, il n'y a pas une qualification très précise qu'il faut avoir impérativement pour faire de l'immobilier, il n'y a pas un bagage spécifique qu'il faut avoir. On peut réussir de plein de manières. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont différents. D'ailleurs,
On se demande comment Mark Zuckerberg, au début, quand on le regardait il y a 10 ans, c'est une personne qui est assez autiste, renfermée. Comment est-ce qu'il a pu autant développer sa société alors qu'on se dit qu'il a du mal à communiquer. Donc lui, il n'est pas bon sur la communication, mais c'est un génie de l'informatique, c'est un excellent stratège. Donc je pense qu'on peut réussir dans l'immobilier en ayant vraiment des profils différents. Je pense que quand même ce qui peut rejoindre certains profils, comme le mien qui suis entrepreneur en conversion, c'est vraiment la persévérance. Voilà, c'est de savoir qu'on fait un métier qui est pas impossible à réaliser. C'est la somme de beaucoup de compétences, de beaucoup d'actions, mais que finalement, lorsqu'on bute sur un sujet, eh bien, il faut aller chercher la solution pour pouvoir le résoudre. D'ailleurs, c'est la définition du métier d'entrepreneur. Les entrepreneurs, nous, on est des chercheurs de solutions. Les agents immobiliers, c'est pareil, c'est des chercheurs de solutions. Pour revenir sur ce que dit Martial, oui, il y a beaucoup de compétences théoriques qu'il faut accumuler, du droit, du finance, de l'administratif, du bâtiment. Quand on se rend compte de la somme de connaissances qu'il faut avoir pour exercer le métier, on peut être très vite découragé parce que finalement, on peut passer 10 ans en droit, 10 ans dans une école de commerce, qu'on n'aurait pas tout vu et tout compris de tous les aspects pour réussir dans ce métier. Donc je pense qu'il faut être assez humble, savoir qu'on ne sait pas grand-chose, et se dire qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir réussir, et d'aller chercher l'information. Et tout ça, aujourd'hui, c'est possible. C'est la grande chance de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, le savoir est disponible. Et c'est encore plus vrai dans l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier, il y a 20-30 ans, la grosse partie du fonds de commerce de l'agent, c'était l'information. Et il l'avait parce qu'il était implanté, ancré depuis très longtemps. Il faisait ça depuis 10, 20, 30 ans. Aujourd'hui, l'information, elle est accessible. Donc finalement, ce qui est difficile, c'est plus l'accès à l'information, c'est la technicité, c'est la transformation, c'est le conseil aussi. Le conseil, ça va aussi du montage de la structure, de patrimonial pour les dirigeants, l'orienter sur des choix, des décisions, et c'est plus l'information. L'information aujourd'hui, il y en a même peut-être trop, même, l'information. Après, il faut filtrer, choisir, sélectionner. Quand on regarde d'ailleurs Télescope, qui nous reçoit aujourd'hui, c'est formidable. Aussi extraordinaire, qui nous permet d'avoir une information. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, toi aussi, dans ce métier, on n'avait pas ces informations-là, de savoir qui est propriétaire de quel bâtiment, de pouvoir faire des études géomarketing extrêmement précises en cliquant sur 3 boutons. C'est ça, quelques clics, on a tout. On a tout, c'est extraordinaire, mais comme tu le dis, c'est même parfois limite trop d'informations, parce que quelque part, on peut être boulonné sur sa chaise à rester derrière son ordinateur et à regarder le télescope toute la journée, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est aller sur le terrain, et voilà, et donc il faut savoir faire les deux. Mais en tout cas, les outils aujourd'hui sont bien plus performants et poussés qu'à l'époque. Il y a 15 ans, c'est très simple, il y a 15 ans, c'était encore le calepin et le stylo. Moi, j'ai fonctionné comme ça. Aujourd'hui, l'outil nous fait gagner un gain de temps énorme. Après, c'est comment on la sélectionne et comment on la traite, l'information. Ça reste un outil, ça dépend ce qu'on en fait en fait. Exactement. Mais il y a 15 ans, ce que je faisais en 6 mois, aujourd'hui, on le fait en 2 semaines, quoi, avec ces outils-là. Télescope, c'est une chance extraordinaire. En tout cas, c'est hyper intéressant de voir l'évolution de votre métier au fur et à mesure des années, justement avec les outils qu'il y a maintenant. Comme on est encore sur votre parcours, quelle est selon vous, avec un petit peu de recul, votre plus grande victoire, votre plus grande fierté, professionnellement parlant? Pour moi, la plus grande victoire, c'est évidemment Réseau Broker. Alors, je ne dirais pas que Réseau Broker est une victoire, parce qu'on est au début de l'aventure. Mais la grande victoire, pour moi, c'est d'avoir pu fédérer autour du projet des hommes et des femmes d'une immense qualité. Et dans mes rêves, je ne pensais pas que des personnes comme ça pourraient nous rejoindre et nous rejoindre aussi vite. Ça a été d'abord Martial qui a été séduit par le projet et qui l'a rejoint au tout début en tant qu'associé. Et puis l'arrivée de certains négociateurs qui sont d'une grande qualité, qui voyaient en fait un réseau national extraordinaire avec des belles promesses, mais en fait 3 collaborateurs en Ile-de-France, et donc une réalité qui ne correspondait pas du tout au projet au début. Donc ils ont cru dans le projet, ils ont cru en nous, et aujourd'hui pour nous c'est des piliers, c'est ceux qui ont rejoint l'aventure en premier, ils ont une place déjà dans notre cœur, et évidemment dans l'organisation de Réseau Broker. Pour qu'un projet soit réussi, c'est avant tout une équipe, et aujourd'hui moi je suis très fier de mon équipe. Et toi Martial? Moi je pense qu'avec le recul, je pense que c'était Mika, quand il était mon client. Alors je dis c'est mon associé, mais à l'époque c'était mon client, et alors c'était pas le plus gros dossier, je crois que c'est le seul client avec qui j'ai signé 4 fois. Et il y a eu effectivement un accompagnement sur 5 années à peu près, entre 2017 et 2012. Et au début c'était, j'apportais donc une solution parce qu'il était en pleine croissance, en développement. Quand ça allait mal et qu'il a fallu vendre sa boîte, j'étais présent et je lui apportais la solution pour lui enlever l'épine du pied. Donc je pense que professionnellement la plus belle réussite, le meilleur client que j'ai accompagné, je pense que c'est Mika. Ouais.
En tout cas, c'est beau, vous êtes très liés. C'est flatteur. On va parler du coup maintenant d'aujourd'hui. En 2017, vous avez fondé Réseau Broker, qui est le premier réseau de mandataires indépendants spécialisé en immobilier d'entreprise. Je pense que vous en parlerez bien mieux que moi. Donc déjà, est-ce que vous pourrez présenter Réseau Broker et aussi parler de vos rôles respectifs? Alors Réseau Broker, c'est une agence immobilière spécialisée en transactions immobilières d'entreprise, donc commerce, bureau, locaux d'activité. On fait aussi des immeubles de rapport, du foncier. La particularité qu'on a, c'est que nous, on a digitalisé le métier de l'immobilier d'entreprise à travers l'ensemble de nos outils. Donc logiciel immobilier, logiciel pour trouver des propriétaires comme Télescope par exemple, que notre formation, notre accompagnement, tout ça se fait en ligne. Alors ça n'empêche pas bien sûr d'avoir des bureaux physiques. On a 2 bureaux en région parisienne, un à Saint-Maur et un dans le 16e arrondissement. Ça permet en fait à nos négociateurs de travailler de chez eux ou depuis un centre de coworking et donc de pouvoir faire un maillage territorial plus rapide qu'une structure, on va dire, traditionnelle. Alors la particularité de Réseau Broker, c'est que nous, on a créé Réseau Broker sur 2 piliers. Un, le digital, et l'autre pilier, en fait, c'est l'entrepreneuriat. L'ensemble de nos négociateurs sont des entrepreneurs individuels, mais ils sont chefs d'entreprise dans un réseau d'entrepreneurs qui est Réseau Broker. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, on les aide sur beaucoup de sujets, sur la formation, et on sait que c'est un sujet qui est infini. Alors, en fait, c'est un écosystème, Réseau Broker. Pour être très franc, j'ai hésité avant de quitter quand j'étais salarié. J'ai hésité parce que j'étais quand même dans une zone de confort. Toujours pareil, quand on est dans une zone de confort, on hésite vachement. Je me suis dit qu'il fallait que je me lance parce que si je restais dans cette zone de confort-là, plus on y reste longtemps, plus c'est difficile d'en sortir. Mais si j'ai quitté aussi, alors c'était aussi réfléchi, c'est parce que quand Mickaël m'a parlé du système de réseau d'agents indépendants, je ne connaissais pas, j'étais assez dubitatif, et je lui explique-moi comment ça fonctionne, mais le concept, je trouvais ça très intéressant, et c'est vrai que c'est quelque chose qui existe en France depuis maintenant 15 ans, qui marche très bien, mais qui n'avait jamais été appliqué dans l'immobilier d'entreprise. Ça existait dans le réseau d'habitation, et ça n'existait pas dans l'immobilier d'entreprise, peut-être pour certaines raisons, parce que c'est un marché qui est quand même beaucoup plus technique, qui nécessite un petit peu plus de savoir-faire, donc c'est peut-être pour ça que ça ne s'est jamais développé. Il m'a expliqué le concept, j'ai compris que c'était un système, c'était un écosystème dans lequel le réseau, c'est-à-dire nous, siège, un back-office, on fournit tous les outils, l'accompagnement, le support commercial, le support juridique, le support technique, pour que les agents puissent faire, et ce qui, je pense, ce qu'ils aiment le plus, c'est la prospection et la négo. Le reste, la paperasse, la communication, c'est beaucoup de temps, et c'est un métier qui est très chronophage. Et donc le réseau, le siège fournit cela, et donc c'est un écosystème dans lequel les agents indépendants vont pouvoir s'appuyer sur cette base qui va être très solide pour pouvoir aller chasser du mandat, chasser de la clientèle, conseiller des clients et faire des transactions. Donc finalement ce système qui pour moi est à la fois vertueux et puis je pense que c'est un système d'avenir parce que on pousse finalement des agents qui font, il faut être franc, il faut le dire, les agents qui sont dans des cabinets, qui travaillent, ils font 80% du boulot. C'est-à-dire que le 20% du reste, c'est que du support, c'est que de la fonction support. En réalité, l'accompagnement du client, la recherche de la solution, c'est l'agent qui le fait. C'est pas l'agence, c'est pas l'employeur, c'est l'agent qui fait tout. Et donc je trouve que le système est très vertueux. Voilà, donc c'est pour ça que quand il m'a parlé de ce système-là, et que j'ai compris comment ça fonctionnait, je lui dis c'est un truc extraordinaire. Maintenant, il faut arriver à l'adapter à l'immobilier d'entreprise, avec les outils qu'il faut, dont Télescope fait partie. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on a des frais de structure qui sont beaucoup plus bas qu'un cabinet classique, puisqu'on ne fournit pas les bureaux aux négociateurs, on n'a pas de structure de management, un directeur commercial qui va tous les jours leur faire leur planning. Et voilà, donc ils sont indépendants, en fait, ils sont autonomes, on est là pour les conseiller. Donc on a une structure de coût qui est plus basse que les cabinets classiques et qui nous permet de reverser beaucoup plus d'honoraires qu'un cabinet classique. En moyenne, on est 2 fois plus rémunérateur qu'un cabinet classique. Ouais, 2,5 fois. Ouais. Quand les agents sont indépendants, par exemple, dans une agence immobilière traditionnelle, ils vont recevoir 40% quand ils ont tout fait, l'entrée et la sortie du bien. Nous, on reverse minimum 70%. Donc, le fait d'avoir un concept qui est digitalisé, qui fait beaucoup de communication aussi sur Internet, parce que nous, on est très présents en ligne, et le web, aujourd'hui, on sait qu'il génère environ 80% de la demande. Donc, il faut y être aujourd'hui. Ça permet d'avoir un concept qui est très intéressant pour les négociateurs et ça explique pourquoi en l'espace de 3 ans on a recruté une 50aine de négociateurs, qu'on envisage d'être à la fin 2021 une centaine de négociateurs dans toute la France. Alors, et tout ça s'inscrit aussi dans 2 logiques et qui sont dans l'air du temps, je pense. La première logique, c'est que travailler dans un écosystème win-win comme ça, on s'inscrit dans du travail durable. Ce que j'entends par travail durable,
Alors déjà, d'un point de vue écologique, c'est très simple. Moi, quand j'étais à l'époque employé, j'habite à Saint-Maur, comme tu le sais, et j'ai travaillé à l'opposé, dans les Hauts-de-Seine. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Alors que ce même métier-là, finalement, j'aurais pu le faire à Saint-Maur ou autour. Après, c'est un peu piégeux parce que dans ce métier-là, la connaissance du terrain est très importante. Donc effectivement, mon réseau, aujourd'hui, principalement, il est dans les Hauts-de-Seine. Donc le fait de repartir à zéro à Saint-Maur et autour, il y a un temps d'apprentissage du marché, des secteurs, des spécificités, des utilisateurs, des acteurs. Ça a été une décision difficile à prendre. Et puis après, je pense que le meilleur job, c'est celui qu'on se crée soi-même, quoi. C'est vrai que la vraie force du réseau, c'est aussi d'avoir des négociateurs. C'est surtout d'avoir des négociateurs qui sont sur le terrain, qui prospectent autour de chez eux, donc ils le connaissent forcément parce qu'ils y habitent. Ils savent les rues commerçantes qui marchent, d'autres qui marchent moins, les zones d'activité, ils connaissent le tissu économique parce que voilà, ils connaissent leurs commerçants, ils connaissent les entreprises de services, l'assureur, le banquier. Pour nos clients grands comptes, c'est une énorme force parce que finalement, eux qui détiennent de l'immobilier partout en France, ils ont un cabinet qui enfin va pouvoir avoir une solution territoriale pratique. Voilà, cette présence régionale, c'est aussi une des grandes disruptions qu'on a sur le marché par rapport à nos cabinets qui sont très souvent installés dans les grandes métropoles régionales, parfois qui ont des antennes dans ces grandes métropoles-là, mais qui ne vont pas aller rayonner dans les villes de moyenne taille ou dans les petites villes. Oui, petites villes. Ouais, parce qu'en fait, on va parler des gros majors, parce que l'immobilier d'entreprise, il y a des majors. Voilà, il y a très peu d'agences après qui fonctionnent bien, qui fait que ça. Il n'y a que les majors ou des indépendants. Qui ne sont pas assez nombreux aujourd'hui. Les agences immobilières dans l'immobilier d'entreprise centralisent tout, le juridique, le technique, mais les forces commerciales. Ce qui fait qu'il n'y a pas une agence immobilière d'entreprise qui a une couverture nationale. Certaines le revendiquent, mais en réalité, c'est des partenariats qu'elles nouent avec une agence locale, et puis ce qui permet d'afficher leur logo à côté. Mais il n'y en a pas réellement une. Nous, on fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on centralise que le juridique, le support technique, les outils, mais les forces commerciales, on les décentralise. Donc finalement, les agents sont dans leur territoire et ces forces commerciales, elles sont totalement décentralisées. D'ailleurs, on peut citer un exemple. La personne qui fait le plus de chiffre d'affaires dans notre réseau, Richard, voilà, pour le nommer, est situé en Haute-Savoie, dans une vallée industrielle qui s'appelle la vallée de l'Arve, et spécialisé du coup sur les locaux industriels, locaux d'activité. C'est pas une zone que les grandes majors vont cibler parce que le marché finalement il est intéressant mais il est assez petit, alors que lui il est sur place et il couvre une très grande part de marché sur ce marché très sectorisé. Il a presque le monopole en fait finalement parce qu'il n'a pas de concurrent. Il est seul. Il est seul, voilà. Et on en a quelques-uns comme ça et je ne sais pas si on peut parler chiffres, mais en tout cas voilà, ça fonctionne très bien pour lui. Voilà. On peut aussi par exemple parler de Jaouen Durand qui est installé au Havre, qui était, lui c'est intéressant parce qu'il était industriel pour on va dire son histoire personnelle, il a dû se reconvertir sur un autre métier, il a choisi l'immobilier et il a naturellement choisi l'immobilier industriel et locaux d'activité parce que évidemment le port du Havre, sa carrière en fait d'industriel mélangée avec notre concept d'immobilier fait des étincelles et aujourd'hui en l'espace de 2 ans c'est devenu un broker incontournable sur le marché et qui a réalisé en 2020 le 2e plus gros chiffre d'affaires du cabinet. Je pense que la réponse elle est évidente, mais est-ce que selon vous il est primordial de bien connaître son associé ou est-ce qu'il faut simplement avoir les mêmes envies, les mêmes objectifs et évidemment dans le même secteur d'activité? Déjà, bien connaître son associé, oui, c'est fondamental parce que une association, ce qu'il faut comprendre en France, c'est beaucoup plus dur de se séparer d'un associé que de divorcer avec son époux. Donc, on est marié pour longtemps, en fait, et c'est très difficile de sortir d'une association. Donc, il faut bien connaître, choisir son associé. Ça, c'est vraiment un des préalables avant de lancer son entreprise. Alors, pour ma part, moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs associés avec qui ça s'est bien passé, parfois un petit peu moins bien. Mais je faisais des erreurs plus jeune, c'est que j'avais tendance à m'associer avec des gens qui me ressemblaient. C'est des gens que je connaissais, c'était des amis. Voilà, Rudy, mon meilleur ami d'enfance. Et quand on a une personne qui vous ressemble beaucoup, on a souvent les mêmes qualités, souvent les mêmes défauts. Et puis on se marche un peu sur les plates-bandes. Et donc ça, c'est à éviter et je l'ai appris. Et donc j'avais vu en Martial, lui qui a été
bien formés, donc avec les bonnes écoles, à chaque fois majeur de promotion, le beau cursus dans une très belle société, je voyais en lui quelqu'un de vraiment différent de moi. Lui, la théorie, le juridique, et puis aussi des caractères différents. Moi, je suis quelqu'un d'impulsif, de déterminé, un peu anxieux. Je suis autodidacte, donc il y a des choses que j'apprends par moi-même, mais il y a forcément des trous dedans. Hein, et puis voilà, je m'en cache pas. Et donc, j'avais besoin de trouver quelqu'un qui était à mon opposé. Voilà, et j'ai vu en Martial cette personne très complémentaire, et je suis ravi d'être à ses côtés. Je pense que Mika a tout résumé. Ouais, c'est clair. Et on a eu la même vision là-dessus. Là-dessus, j'ai pas de doute. Et puis Mika, comme je disais, je l'ai accompagné en tant que client, mais au premier contact, il y a une affinité qui s'est installée. Voilà, je savais que j'allais le revoir. Alors peut-être pour de nouveaux projets de développement, ou peut-être pour une solution face à un problème qu'il a, mais le courant est tout de suite bien passé. Ouais. Ok. Et vous avez une super affinité du coup, mais est-ce que vous avez des surprises lors de la création de Réseau Broker? Et si vous pouviez le refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Des surprises, on en a tous les jours. Et déjà, je pense que ce qui était très surprenant dans notre projet, c'est de voir à quel point ce sujet était ambitieux. Puisque Réseau Broker, c'est une multitude en fait, de services qu'on doit prodiguer. Alors, on doit être bon en immobilier pour donner satisfaction à nos clients qui ont besoin de locaux ou qui ont besoin de les commercialiser. Mais pour pouvoir y arriver, il y a énormément de services et d'étapes. Voilà, donc ça passe par la formation des négociateurs. Alors parfois ils sont déjà formés parce qu'ils viennent du métier. Parfois, comme moi, ce sont des entrepreneurs qui sont en reconversion. Et donc il faut les former sur plutôt la partie théorie. Ils ont une bonne maîtrise en général de la partie commerciale et entrepreneuriale. Parfois, c'est des bons techniciens. Hein, ils ont été comme Martial à l'école, ils ont des bons bagages. Mais il y a un vraiment criant de savoir-faire commercial. Et ça, c'est parfois beaucoup plus dur à enseigner que la technique. Donc voilà, énormément de formation, énormément de communication. On a quasiment créé une agence de communication au sein du réseau avec la grande complexité qu'on a deux cibles, les clients immobiliers, donc les propriétaires, ceux qui ont des besoins, les entreprises qui ont des besoins immobiliers, mais aussi les candidats pour rejoindre notre réseau, donc des entrepreneurs qui pourraient nous rejoindre sur tous les aspects aussi au niveau managérial, parce que la grande complexité de notre business model, c'est que nous, on est digital, donc ça c'est très bien, et que nos agents sont en région, malheureusement, on ne se voit pas physiquement. Il y a une grande partie de la formation, on l'a vu tout à l'heure, qui est faite de manière naturelle. Quand on est en agence immobilière, on apprend parce qu'on voit son collègue agent faire, parce qu'on voit son patron faire. En général, d'ailleurs, dans une agence immobilière classique, le patron, c'est le premier agent, et donc on le suit. Et on découvre comme ça. Nous, les négociateurs, ils travaillent de chez eux. Parfois, ils sont dans une région où il n'y a pas d'autres négociateurs. Et donc, nous, on doit pouvoir les accompagner au jour le jour sur le métier. Et ça, c'est le vrai défi de notre société. Si on avait pu faire quelque chose de différent au début, c'est peut-être mettre plus d'argent dans la société et donc lever des fonds. On bénéficie d'un capital quand même assez intéressant, 120 000 € qu'on a pu mettre de côté dans nos transactions et notre épargne. Je pense que si on avait pu lever 1 million d'euros au début, ça aurait été plus facile pour pouvoir mettre des salariés sur toutes les tâches nécessaires, tous les pôles, pour pouvoir tout de suite se staffer et délivrer un service qui est primordial à délivrer. Alors aujourd'hui, ce service-là, on le délivre parce que grâce à notre impulsion, on a pu créer un développement, un chiffre d'affaires avec une bonne gestion, j'espère, en bon père de famille. Ces salariés, aujourd'hui, on est capable de les payer, mais jusqu'à il y a encore peu de temps, on était sous-staffés et c'était pas évident. Ouais, complètement. Alors si c'était à refaire, ce serait bien sûr à refaire. Je dirais simplement, alors oui, il y a eu des surprises. Parce que l'idée et le concept paraissaient simples, mais la mise en œuvre s'est avérée quand même un peu plus compliquée. D'une part pour la gestion, effectivement, parce qu'en fait les agents, on ne les gère pas, on ne les manage pas, hein, ils sont indépendants. Donc en fait la frontière est assez fine parce qu'en même temps on veut qu'ils réussissent, parce que s'ils ne réussissent pas, nous on ne réussit pas, puisqu'on est sur un modèle win-win, donc le chiffre d'affaires il est commun, et en même temps on ne peut pas les manager parce qu'ils sont à leur compte. Donc c'est du conseil, c'est de la préco, c'est de l'accompagnement, c'est du coaching, mais c'est pas de la directive. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile. Et après, comme l'a dit Mika, c'est vrai qu'on est sur un modèle où les forces commerciales sont décentralisées et l'interaction sociale physique est aussi importante.
C'est vrai que là, avec le Covid, on le fait un peu moins. Les événements, on en fait moins. On se voit moins physiquement. Et ça, c'est quand même nécessaire pour la cohésion. Donc ça, effectivement, c'est un deuxième exercice qui n'est pas évident. Mais bon, on est confiant. Je pense que la crise sanitaire va pas s'éterniser. Donc. Il faut espérer. On parlait de surprise pendant la création, mais est-ce qu'il y a eu des moments marquants depuis 2017, du coup, chez Réseau Broker? Un gros moment pour vous? Il y en a eu plusieurs des événements marquants. En fait, les événements marquants, ça a été les personnalités qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Les premiers négociateurs qui voyaient encore une fois un projet ambitieux, mais une réalité qui ne correspondait pas au projet. Et ils ont rejoint un cabinet qui était en pleine création. Je pense par exemple à Nancy, qui nous a rejoint au début de l'aventure, une super négociatrice qui vend des immeubles et des locaux commerciaux en région parisienne. Je pense à Laurent Motte, qui a été développeur d'enseigne pendant 10 ans chez Franck Provost et directeur du développement d'Intercave. Un très beau profil qui nous a rejoint quasiment aussi au début. C'est Muriel, notre directrice adjointe, qui a passé 20 ans chez Clépierre, qui a été notre première salariée d'ailleurs, et qui a vu en fait la rémunération qu'on lui offrait beaucoup plus basse que le marché pouvait lui offrir, mais elle a vu notre start-up très ambitieuse. Elle nous a fait confiance, elle a eu envie de rejoindre l'aventure, donc elle a fait ce sacrifice-là. Voilà, l'arrivée de plusieurs négociateurs, Richard, Sylvain, Jaouen et tant d'autres. Voilà, à chaque fois, c'est une étape importante de notre projet. Tout à l'heure, tu disais justement que vous ne les managez pas. On ne peut pas utiliser ce terme. Bon, je ne sais pas comment on dit du coup. Alors en fait, on va gérer le réseau, Okay. On va animer le réseau et les agents qui sont au réseau vont profiter de ça. D'accord. Mais on ne va pas faire on va du pas manager management. Okay. individuel de chaque agent. Ça, on le fera pas parce qu'ils sont à leur compte. Et il faut absolument qu'on le respecte parce que c'est leur choix justement d'être à leur compte, de ne pas avoir de compte à rendre, de ne pas recevoir des directives, de ne pas voilà. Donc ça effectivement. Et la frontière est parfois est pas facile. C'est pas facile. C'est très délicat parfois. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment, donc la crise sanitaire? Est-ce que ça a un impact du coup, vu que finalement vous n'avez pas énormément de contacts? Est-ce que vous avez dû changer de méthode de travail? La crise sanitaire, pour nous, ça a été un vrai défi. Depuis des mois, on nous envoie des messages très alarmistes qui font peur. Et même si on est optimiste, parfois, on est obligé de se remettre en question. Et nos négociateurs, qui sont donc le vivier de notre aventure, sont des entrepreneurs indépendants. Eux, ils n'ont pas de sécurité, ils bénéficient pas du chômage partiel, de Pôle emploi ou d'autres mesures d'accompagnement. Eux, ils essuient de plein fouet la crise. Ça veut dire que des deals qui étaient en cours, fruit de plusieurs mois de travail dans le commerce, sont tombés. Beaucoup d'affaires qui malheureusement ont été saccagées par rapport à cette crise. Et donc c'est une perte nette de chiffre d'affaires pour les négociateurs, une perte de revenus pour les négociateurs et évidemment pour notre cabinet. Il a fallu dans cette période de crise se montrer très positif, très avenant, très enthousiaste, et essayer de surmonter ça. Moi, j'ai eu très peur pendant le premier confinement. J'ai cru que ce modèle, en fait, tout le monde allait le remettre en question. Et finalement, j'ai vu beaucoup de résilience de la part des négociateurs qui se sont dit que la crise allait bien passer et qu'il fallait retrousser encore plus les manches et aller encore plus au charbon et travailler. Et donc, la plupart ont été au front. On a eu malheureusement quelques déceptions de voir certains négociateurs découragés, et on le comprend parfaitement, par la perte de dossiers, par la perte de chiffre d'affaires. Mais globalement, on s'en est bien tiré. Voire même la crise aujourd'hui, c'est pour nous une très belle opportunité. Comme on le dit, alors en chinois, je pense que crise et opportunité, c'est le même mot. On regarde pas, je suis pas chinois. Mais la crise pour nous, c'est une formidable opportunité. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup de propriétaires qui malheureusement ne trouvent plus de preneurs aussi facilement et donc vont ouvrir leur portefeuille à d'autres cabinets et par exemple à des challengers comme nous, alors qu'ils avaient l'habitude de travailler souvent avec les mêmes. Et à côté de ça, on a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de cash pour se développer. Elles ont obtenu le PGE, des différentes aides de l'État, ou même par exemple dans l'alimentaire, plusieurs secteurs, leur chiffre d'affaires n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Et donc elles ont des moyens de se développer. Donc d'un côté, on a beaucoup d'offres qui arrivent, on fait le stock, et de l'autre, on a beaucoup de demandes. Donc on fait beaucoup de transactions, et aujourd'hui on est sur un rythme où on fait environ une transaction par jour, ce qui est bien. Je pense que ça va doubler d'ici la fin de l'année. Ouais, non, mais très clairement, moi je pense qu'il n'y a pas de fatalité. On a connu les subprimes en 2008. Moi, je me suis lancé en 2007. Subprime en 2008, et entre 2008 et 2010-2011,
plus aucune banque ne voulait financer. Et ben pourtant, moi, dans les années 2010-2011, c'était mes meilleures années de chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Ce qu'il faut, c'est peut-être redoubler d'efforts, oui, peut-être être un peu plus sélectif sur les dossiers. Il y a des marchés qui malheureusement perdent de leur valeur, c'est le cas du commerce. Les fonds de commerce, les droits de bail, leur valeur est vraiment remise en cause aujourd'hui. Et on voit à côté de ça tout le marché de la logistique, des locaux d'activité qui progressent énormément, beaucoup de demandes, et tout ça, ça va évidemment dans le contexte économique avec tous les points com qui livrent, qui continuent à livrer, qui se développent. Et puis alors, tout à l'heure tu posais la question quelles sont les qualités pour être agent et entrepreneur. Parmi les qualités, il faut être aussi capable de s'adapter. Il faut vraiment être dynamique dans le sens où si le marché fluctue, si la conjoncture change, il faut vraiment se poser et changer son fusil d'épaule. Et ça d'ailleurs dès le début, au premier confinement, quand on a fait notre première visio tous derrière notre écran en mars, on expliquait préparez-vous, tout ce qui est fonds de commerce, tout ça, ne délaissez pas, mais baissez un petit peu le curseur et puis concentrez-vous sur des choses sur lesquelles il y a une plus forte appétence et puis des marchés un peu plus porteurs. La plupart des agents l'ont très vite compris et donc se sont orientés sur du marché, des locaux d'activité, des choses qui se portaient un peu mieux. Donc voilà, donc être entrepreneur, c'est aussi s'adapter et pas rester statique et attendre que le marché s'adapte à soi. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Est-ce que vous auriez je ne sais pas si c'est facile d'en parler, mais des petites anecdotes d'échecs qui prouveraient justement que ça permet de se relever, que c'est pas une fatalité d'échec et que ça doit être, c'est souvent péjoratif, mais que ça ne devrait pas l'être? Moi, je pense à un négociateur qui a affiché une très belle transaction cette semaine et qui a connu beaucoup d'échecs ces derniers mois. Pourquoi ? Parce qu'il s'était spécialisé sur le commerce, sur les fonds de commerce, sur les droits de bail, qu'il avait beaucoup de promesses en cours, dont on attendait le financement, la levée des conditions suspensives administratives pour le droit de façade, le changement de spécialisation avec le bailleur. Beaucoup de sujets, il avait beaucoup signé et tous ces dossiers, malheureusement, un par un, sont tombés les uns après les autres. Et ça a été très dur pour lui, évidemment, parce qu'il avait mis beaucoup de cœur à l'ouvrage depuis des mois, et puis c'est sa capacité qu'il a de vivre. Et il ne s'est pas laissé envahir par l'angoisse, il a redoublé d'efforts, il a closé un très beau deal cette semaine, et on a échangé ensemble, il a beaucoup de deals en cours. Voilà pour moi un parfait exemple d'une personne qui en a pris beaucoup dans la tête et qui a su se relever. D'ailleurs, notre principal objectif, c'est de faire en sorte que les négociateurs fassent une transaction le plus vite possible, parce que plus vite ils dealent, plus vite ils prennent confiance. Et on sait, ça a été mon cas, que ce qui mange le plus d'énergie au début, c'est la remise en cause. Est-ce que je suis capable de faire ce métier qui est technique, que j'ai pas appris? Est-ce que je suis dans le bon réseau? Est-ce que je suis sur le bon secteur? Est-ce que mes clients sont bons? On se pose énormément de questions et puis finalement ça nous mange 80% de l'énergie et il nous reste que 20% pour produire. Alors que quand on a signé une première fois, on se dit je suis capable de, et après je peux mobiliser mon énergie pour chercher des biens, chercher de la demande, les mettre en relation, faire le métier. À quoi ressemblent vos journées type dans votre peau, du matin au soir? À quoi ça ressemble et comment vous vous organisez? La journée type. Alors déjà, je pense que le mot journée n'est pas adapté. À quoi ressemblent les 24 heures type d'un entrepreneur, j'ai envie de dire, parce que on ne s'arrête jamais d'être entrepreneur. Quand on se lève, on y pense. Quand on se couche, on y pense. On en rêve. Et voilà, c'est omniprésent. C'est à la fois passionnant, puis c'est à la fois difficile au niveau de l'énergie parce qu'on pense qu'à ça. La journée type, c'est de réfléchir à son activité avant d'aller au bureau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment on va pouvoir l'organiser? Le métier d'entrepreneur, c'est d'être chercheur de solutions. Et comment on fait réussir une entreprise? C'est en faisant réussir ses collaborateurs. Et donc de faire des points réguliers avec ses collaborateurs pour faire des points sur leur activité à court et moyen terme et savoir comment on peut les aider à réussir. Donc c'est avant tout de l'accompagnement, de l'encadrement, de la formation. Voilà. Et puis après, beaucoup de choses qui passent par la comptabilité, du juridique, du développement, etc. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, moi, ma journée type, depuis que j'accompagne Mika depuis 3 ans dans ce réseau, c'est qu'à la différence, j'étais au service des propriétaires et des clients. Finalement, aujourd'hui, je suis au service des agents. Donc, ce qui change un petit peu mon quotidien. Alors, pas plus tard, mais ce matin, par exemple, sur la route en venant, j'ai un agent qui m'appelle et qui se retrouve face à une problématique. Et donc ça, vraiment on apporte la solution à l'agent, puisqu'il en l'occurrence c'était une reconversion aussi, il a je crois un an d'activité. Il m'arrive de sécher, et heureusement parce que si on sait tout c'est plus marrant, quoi. Et donc ça m'arrive de sécher, mais là ce matin j'avais normalement la bonne réponse.
Et donc, on est vraiment, on débloque les dossiers des agents, et puis parfois on les accompagne. Et parfois on fait aussi des transactions, puisque moi pour ma part j'ai repris la moitié de mon temps sur la transaction, sur le terrain, je remets les gants, parce que c'est aussi stimulant, c'est excitant aussi la transaction. C'est beaucoup d'accompagnement, voilà, et d'apport de solutions. Et en plus de la fonction support du back-office avec Muriel, Salma, Raquel, Paul et Louis. Ok. Maintenant, on parle un petit peu plus du futur parce que c'est aussi beaucoup ce qui nous intéresse. Oui. Et j'aime bien savoir si vous avez des projets pour l'avenir. En ce moment, ça va être un petit peu plus compliqué, mais que ce soit demain ou dans quelques mois, dans les mois à venir, est-ce que vous avez des projets en tête ? Le projet de demain et de tous les jours pendant la vie de Réseau Broker, c'est de faire réussir nos négociateurs. C'est ce qui nous anime tous les jours. D'ailleurs, on est 2 négociateurs de métier et on se pose tous les jours la question de savoir comment faire réussir. Et c'est apporter des solutions innovantes régulièrement. Et comme tu l'as dit, beaucoup d'aide, beaucoup d'accompagnement. S'ils réussissent, on réussit. Voilà, la somme des réussites individuelles fait la réussite du groupe. Et si malheureusement il y a des échecs, il y en a, eh bien ils nous mettent en danger. Donc on doit absolument et vitalement faire réussir nos négociateurs. Ça c'est le projet à court terme, à long terme et à moyen terme. Après, on va dire à long terme, d'ici 5 ans, on se voit, on a l'ambition en tout cas, de devenir le premier cabinet en nombre de transactions spécialisé en immobilier d'entreprise. Okay. Je parle en nombre et pas en valeur parce qu'on a les grandes majors, les Big Four, par exemple, qui trustent des deals dans Paris, à la Défense, de plusieurs millions, parfois plusieurs milliards d'euros. Et forcément, chaque deal comme ça, c'est des honoraires qui sont immenses. Nous, notre concept disruptif, qui est très proche en fait des acteurs locaux, permet de donner des solutions locales, régionales, et de faire beaucoup de deals. Voilà. Donc d'ici 5 ans, le premier cabinet en France en nombre de transactions. C'est un bel objectif. Oui, tout à fait ça. Et puis alors moi je pense aussi que vous l'avez compris, nous on est en fait un réseau d'agents qui sont tous indépendants. Et je pense que 2 plus 2 plus 2, ça peut faire 7. Ça peut faire plus qu'une seule entité sur le marché. Les projets aujourd'hui, moi en ce qui me concerne, c'est RB, c'est Réseau Broker. Je me concentre dedans. Il y a 3 ans, c'était un bébé. Aujourd'hui, c'est un ado. Il faut maintenant l'accompagner pour qu'il devienne un peu adulte et qu'il prenne encore plus de maturité. Et puis que toute la France, que toute la carte soit bien remplie d'agents. Okay. Avec peut-être un objectif long terme, très long terme celui-ci, de pouvoir se développer à l'international. C'est un bel objectif aussi, ça. Ouais, parce qu'en fait, notre modèle, techniquement, il le permet. Okay. Voilà. Il y a des réseaux qui l'ont déjà fait, qui sont développés, je crois, au Portugal, en Espagne. Ça s'est déjà vu. Alors, c'est des réseaux qui avaient déjà 10 ans d'existence, donc il faut que ça atteigne une certaine taille, une certaine maturité, et puis avoir des moyens aussi. Mais le modèle le permet. Voilà, c'est ce qui est extraordinaire d'ailleurs dans ce concept-là. Et est-ce que parfois vous avez d'autres idées d'entreprise qui viennent, qui fusent un petit peu comme ça? Vous êtes des entrepreneurs, on imagine que ça ne s'arrête jamais d'avoir des idées. Je pense qu'on est très focus sur la gestion de notre réseau, qui nous occupe vraiment à 100%. Maintenant, moi je ne dirais pas une autre société, mais je pense d'autres activités au sein de la société. D'accord. Je travaille avec Martial sur un projet de filiale de gestion locative qui aurait beaucoup de sens avec la transaction, qui serait très complémentaire. Voilà, c'est pas demain matin, mais on y travaille. Ouais, je pense que ça, s'il y a un projet complémentaire qui viendrait, ce serait celui-ci. Après, on a eu d'autres idées. Après, c'est encore au stade de l'embryon. Hein. Mais on a eu à un moment une idée de foncière pour les agents. Parce qu'en fait, les agents poussent les acteurs à acheter ou à vendre. Ils font, certes, ils sont facilitateurs, mais ce n'est pas eux qui achètent, ce n'est pas eux qui vendent. Je pense qu'on a eu un moment, mais encore une fois, c'est au stade de l'embryon, c'est de créer en fait une foncière dans laquelle ce seraient des brokers qui achèteraient, et ce serait en fait un pool d'investisseurs, et ce seraient les brokers qui seraient cette fois-ci non pas au milieu en tant qu'intermédiaire, mais du côté de l'investisseur. D'accord. Et comment est-ce que vous arrivez à rester positif avec la situation actuelle, et même en général, est-ce que c'est quelque chose d'inné? Ou est-ce que vous travaillez un petit peu là-dessus pour rester positif, toujours avoir des idées et réussir à vous projeter vers l'avenir? Je pense que quand on est entrepreneur, on n'a pas le choix que d'être positif. Il y a beaucoup de crises. Encore une fois, il y a beaucoup d'opportunités. C'est simplement, est-ce qu'on décide d'aller chercher les opportunités, de les convertir? Je ne vois rien aujourd'hui de négatif qui nous permettrait de stagner. Au contraire. Ouais. On parle un petit peu plus de cette crise. Selon vous, à quoi ressemblera l'immobilier d'entreprise cette année? Et surtout, quelles seront les conséquences à long terme? Les entreprises auront toujours besoin d'immobilier, alors de manière différente, que ce soit des centres de coworking, que ce soit de commerce, que ce soit de locaux logistiques. L'immobilier sera toujours au cœur de l'entreprise.
D'ailleurs, après les salaires, c'est le deuxième poste de dépense. Est-ce que ça va changer ? Oui, ça change, d'ailleurs sous nos yeux et à pleine vitesse. Mais je crois beaucoup que les locaux vont se requalifier, changement des affectations. De penser que l'immobilier d'entreprise n'aura plus d'intérêt demain, c'est complètement faux, je pense. Oui, c'est vital. Je pense que le logement est vital pour le particulier, comme les locaux d'entreprise sont vitaux pour l'entreprise. Non, la disparition, non. Un effondrement, non. Une réadaptation, oui. Une requalification, oui. Une redistribution des cartes, oui. Moi, je suis pas inquiet. On fait partie aussi des acteurs. Et je pense que ça va aussi dépendre des acteurs, des investisseurs, des vendeurs. Et les brokers font partie des acteurs. Alors certes, ils sont au milieu, ils font la connexion entre les deux parties, mais ils donnent aussi l'impulsion. Quand on a un dirigeant d'entreprise qui a une boîte qui tourne bien, mais qui avec le contexte, il est locataire, avec le contexte, il hésite à acheter. Tu dis mais non, faut pas hésiter. Vous avez une boîte qui tourne bien, vous êtes finançable, il faut y aller quoi. Et moi je pense que il y a un principe, c'est quand on hésite à faire ou pas faire, il faut pas hésiter, il faut le faire. Au moins on n'aura pas de regrets. Voilà. Je pense que ça nous permet de rester positif. Ouais. Oui, et puis on parle beaucoup des changements de mode d'utilisation des bureaux par exemple, avec le télétravail, et on a des statistiques qui ressortent avec des entreprises qui font de 20 à 50% du temps en télétravail. Déjà, moi je pense qu'on ne peut pas changer les habitudes managériales des managers comme ça du jour au lendemain. Ils avaient l'habitude d'avoir des gens au bureau, de les manager d'une certaine manière. Ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain leur méthode de travail. D'ailleurs, moi-même, en tant que manager, j'ai eu à gérer les employés de réseau broker en télétravail. Je peux vous dire que ça demande beaucoup plus d'efforts pour le manager qu'un management classique. Je pense que ça va permettre de revenir à une situation quasiment normale bientôt. Et puis aussi, les salariés qui étaient ravis de rester à la maison pour travailler parce qu'ils ne sont plus dans un environnement bruyant, ils n'ont plus le transport. Eh bien les mêmes, quelques semaines après, on dit on a hâte de retourner au bureau pour voir les collègues, pour échanger, pour se socialiser. Je pense qu'aujourd'hui on est dans une période de réflexion, mais qu'après la crise, on va revenir sur des habitudes pas loin de celles qu'on avait avant. Et je pense aussi que le marché va être vraiment boosté bientôt, dès que la crise sera passée, en tout cas un petit peu avant la crise. Oui, tout à fait. En fait, le télétravail, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est clairement complémentaire. Voilà, c'est pas quelque chose qui vient en substitut de l'environnement d'entreprise, parce que l'interaction sociale, c'est important en entreprise. L'échange, la créativité, la spontanéité, ça on ne le trouve pas derrière un écran. Non, l'immobilier d'entreprise, c'est pas la fin. Okay. C'est pas la fin. Et pour Réseau Broker, pareil, pas d'inquiétude pour 2021 du coup ? Non, aucune inquiétude, au contraire, on est très enthousiaste. Aujourd'hui, on arrive à mettre la main sur des actifs dont on rêvait de travailler, et on fait notre stock, et on sait que la demande va revenir, et on est prêt pour cet engouement. Oui, je dirais même que je pense que c'est, comme l'a dit tout à l'heure Mickaël, pour nous ça a été plus bénéfique, parce que la crise, en tout cas pour les agents qui sont déjà en place dans des cabinets, qui sont salariés, ont dû donc adopter le télétravail, et ils se sont aperçus finalement que, en tout cas notre métier ne nécessite pas forcément l'obligation d'aller tous les jours à une entreprise, faire de la présence quoi. Parce qu'en fait on fait un métier où on est en rendez-vous, on est dehors sur le terrain, dans la voiture, donc finalement on n'a pas besoin d'un lieu physique, d'un poste de travail dédié, et ça c'est totalement en accord avec notre modèle. Et d'ailleurs on a capté quelques agents au passage qui étaient dans des gros cabinets, quelques agents qui, grâce entre guillemets à ce confinement là, ont pris du recul, parce que quand on fait ce métier là et que ça fonctionne bien, on a souvent la tête dans le guidon. Enfin moi je l'ai été pendant 10 ans, donc j'avais la tête dans le guidon, et des fois il faut prendre le recul sur ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant demain, et donc ça a permis à certains, je pense, de se remettre en question sur leur choix professionnel. Et en parlant de recul, imaginons que demain l'immobilier n'existe plus du tout, vers quel secteur vous tourneriez ? Moi j'inventerais l'immobilier. Il y a un secteur qui vous plairait ? Moi j'aime beaucoup les voyages, donc peut-être que j'aurais pris la voie d'un métier qui m'aurait permis de voyager. J'aime beaucoup les voyages, changer d'environnement, plutôt dans le tourisme. Okay. Je l'ai fait, je peux t'assurer que c'est très sympathique effectivement. Des fois j'y repense. Moi je pense que je me serais mis dans la mise en scène. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup le cinéma, le théâtre, et faire comme font les jeunes derrière les caméras, de mettre en scène, je trouve ça passionnant. En fait, nous les entrepreneurs, on est des metteurs en scène, on a des idées, il y a un spectacle qui se joue dans notre tête, et comment on arrive à le délivrer, voilà, c'est ce qu'on vit au jour le jour. Ok.
Bon, c'est bientôt fini, j'ai ma dernière question. Pour terminer, j'aimerais savoir si vous deviez donner un conseil à une personne qui n'ose pas se lancer, lequel ce serait pour le motiver? Se lancer et rejoindre Réseau Broker ou se lancer de manière générale? Non, dans l'entrepreneuriat en général. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je pense que quand on hésite, c'est qu'on y a réfléchi un instant. Il y a un dicton anglo-saxon qui est YOLO, tu sais, You only live once, et je pense qu'on ne vit qu'une seule fois. Donc quand on hésite, faut plus hésiter. Voilà. Si on a hésité, c'est qu'il y a eu un moment, on y a réfléchi. Moi j'en fais partie justement. Donc faut se lancer. Après, en conseil, faut pas se lancer dans n'importe quelle condition, ça c'est clair. Si on n'a pas d'expérience, encore plus, il faut être accompagné, il faut être dans un support. C'est notre modèle de réseau. Dans l'immobilier par exemple, après je ne sais pas si on peut l'appliquer dans d'autres domaines, mais dans l'immobilier c'est un métier de connaissance, d'expertise, mais aussi c'est un métier de réseau. Donc, quand on se lance tout seul dans son coin, qu'on n'a pas son réseau, c'est dur. Voilà. Donc nous, en tant que réseau, on apporte ce support. Pour rebondir sur ce que tu dis sur le réseau, effectivement, on voit de plus en plus que les métiers se globalisent. Il y a l'émergence de toutes les franchises, de toutes les enseignes, et les grosses sociétés deviennent encore plus grosses. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on doit être exigeant vis-à-vis de nos clients sur tous les aspects en fait, de l'entreprise. On a parlé des formations, le marketing, le produit, la qualité. Et que tout seul, c'est très difficile d'arriver à être performant sur tout. Donc effectivement, rejoindre des réseaux, des franchises, des grandes compagnies en partenariat, je pense qu'aujourd'hui c'est un très bon moyen de se lancer dans l'activité. Et d'ailleurs, bienvenue chez Réseau Broker si vous voulez nous rejoindre, parce qu'on cherche des entrepreneurs talentueux. Après, deux choses sur le fait de se lancer. Déjà, une personne qui hésite trop à se lancer, c'est pas forcément quelqu'un qui a l'appétence à devenir entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est pas évident, c'est beaucoup d'efforts au quotidien, c'est une remise en question, c'est beaucoup d'anxiété, et ça demande un travail énorme, mais il faut pas en avoir conscience, il faut se lancer, et il faut être prêt à tout ça. Par contre, celui qui est bien formé, bien préparé, qui a bien préparé son projet, son produit, qui a testé le marché, lui, on lui dit lance-toi maintenant, parce que tu vas le regretter toute ta vie si tu ne le fais pas. Ouais. C'est une magnifique étape d'une vie d'être entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur depuis quelques années. Je ne regrette aucun des jours que j'ai vécu. Alors, évidemment, des bons jours, mais aussi des mauvais jours. Donc, lance-toi. Tu vas vivre une vie qui est passionnante. C'est un roman, c'est le roman de ta vie de tous les jours. Et tu ne vas pas t'ennuyer. Voilà. Ok, merci pour ces conseils et aussi merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Tu en avais beaucoup. Merci Karen. Donc merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci Karen. Merci Télescope. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant Michael Dadi et Martial, ainsi que Réseau Broker, directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com. À bientôt pour un prochain épisode.